Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Alsace 20 ici pour une émission totalement exceptionnelle, 500 nocturnes. On vous en a parlé beaucoup sur notre antenne. C'est 500 km à faire ce soir, départ à partir de 20h30 pour à peu près 3h30 de course. On va faire un petit peu le tour comme ça des petites pépites que vous allez découvrir sur cette course, à commencer par les hommes, les têtes d'affiche. On est très content de vous avoir tous les deux. C'est Nicolas Armindo et Yann Erlaché. Comment allez-vous, Nicolas? En pleine forme, très bien. C'est un homme heureux, j'imagine, parce que quand je dis tête d'affiche, vous avez tout simplement la pole position ce soir, ici. Alors, on va en parler dans un petit instant. On va juste passer chez Mathieu Chanvillard. Mathieu Chanvillard, vous êtes déjà sur la grille de départ. Je vais libérer les pilotes dans 4 à 5 minutes, Mathieu. Ouais, effectivement, bonsoir Lionel, bonsoir à toutes et à tous. On est, vous le voyez, devant la ligne de départ sur ce circuit orinois avec les 17 pilotes qui, vous allez les découvrir, qui seront derrière Nicolas Armindo et qui vont lui donner la chasse. Toutes les voitures sont encore pour l'instant dans les stands bien au chaud parce qu'évidemment, il va vous en parler. Il y a eu une averse il y a un peu plus d'une heure, donc la piste est mouillée alors qu'il a fait quasiment sec toute la journée. Et puis on va vous faire vivre tout au long de la soirée et aller voir juste avant le début de la course les différents pilotes, les différentes techniques, les différentes équipes parce que certains sont en relais à 2, à 3. Comment tout ça va se passer ici dans les stands et sur la piste, tout ça est à vivre évidemment au cours de cette émission. Effectivement, on reviendra très souvent à vous. Un petit mot à vous, Nicolas. Comment ça s'est passé alors les qualifications? Écoutez, on a bien travaillé hier soir avec Yann et l'écurie pour mettre la voiture au point ce matin. On a réussi à tirer notre épingle du jeu du trafic et le résultat est tombé par le chrono. Voilà, c'est vous qui allez ouvrir, c'est vous qui démarrez la course à 20h30? Oui, on va faire le départ, c'est moi qui vais faire le départ et Yann prendra le relais ensuite pour terminer. Voilà, Yann, comment vous vous êtes senti au volant de la voiture? C'est la voiture, la GT d'exception? Ouais, je pense, ouais. C'est la première fois pour moi que je pilote ce type de voiture. Piloter avec un pilote d'expérience comme Nicolas en tant que coéquipier, c'est toujours un plus. Il a beaucoup de choses à m'apprendre dans ce type de voiture. Donc pour moi, c'était plus facile d'évoluer dans le bon sens. Ouais, c'est un plaisir d'être ici avec tous les spectateurs qui sont venus voir la course. Donc je voulais en profiter pour remercier Sofitex, l'Anneau du Rhin, Nico qui m'accompagne, le team AB Sport pour ce week-end. On va essayer de faire le plus de spectacles possible. On va espérer que la météo elle tienne jusqu'à la fin de la course. D'après la météo, ça devrait tenir. Donc Voilà, là c'est un peu chaud parce qu'il y avait des averses qui sont tombées. Alors c'était plutôt sec lorsque il y a eu ces qualifications entre midi et 14h. Nos caméras y étaient, regardez. Au niveau de la position sur la grille, je suis très content pour l'écurie et pour notre sponsor Sofitex d'avoir décroché la pole position. En qualification, on se donne à fond et on en garde un peu sous la pédale en course parce que la course est longue, il y a d'autres pilotes sur la piste, des voitures d'autres catégories qui vont plus ou moins vite et donc il faut faire attention à ne pas faire d'accros et d'erreurs pendant la course et perdre du temps inutilement hors de la piste ou dans les stands pour réparer alors quand vous voulez chercher un chrono qui ne sert à rien en course. L'objectif c'est d'être constant et de ne pas faire d'erreurs pour rester un maximum de temps en piste. Quand on est dans cette position, forcément on sait que le target c'est le pilote qui a fait la pole. Maintenant la course est longue et il ne faut surtout pas partir avec de la pression en voulant absolument dépasser le premier dans les premiers tours. La course d'endurance c'est quand même 500 km ce soir. 500 km c'est pas rien, ça va être 500 km à fond. C'est plus long qu'un Grand Prix de Formule 1, donc je pense qu'il va y avoir une course de stratégie et d'attente. Voilà, ces images, c'était pris sur le vif. Nicolas, on rappelle que vous êtes champion en 2010 de la Porsche Carrera Cup, c'était en Allemagne. Voilà les sensations que vous allez avoir sur ce petit circuit. C'est un circuit qui fait 3,7 km, qui n'est pas très grand, qui n'est pas très rapide. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la piste et le circuit? Mais déjà, c'est le circuit où j'ai appris à piloter il y a presque 20 ans. Et puis, c'est vrai que depuis 3 ans, grâce à Sofitex, j'ai l'occasion de rouler avec les voitures de course sur ce circuit et d'y participer. C'est vrai que les 2 dernières éditions précédentes, on n'a pas eu de chance, mais ce soir, on a mis les petits plats dans les grands et Sofitex nous a mis les moyens à disposition pour qu'on ait une voiture performante et qui tiendra le long de la course. Et c'est vrai que l'Anneau du Rhin
On a de la chance en Alsace d'avoir ce circuit ici et de pouvoir faire partager un petit peu notre passion à tous les spectateurs ce soir. Pour quelqu'un qui voulait arrêter le sport auto cette année, vous avez dit voilà, je veux tirer un trait sur ma carrière. Vous vous mettez tous les gens de votre côté. Hein. C'est la pointe de vitesse, elle est toujours là, quoi. Hein. Écoutez, c'est comme le ski, ça se perd pas. C'est comme le vélo. Yann Erlaché qui est également avec nous. FIA WTCC 2017, champion de France Super Touring, c'était en 2015. Beau palmarès. Qu'est-ce que vous attendez de la course, Yann, aujourd'hui ? On va prendre un maximum de plaisir. C'est rare de pouvoir faire des courses comme ça de 1 à la maison et où il n'y a pas d'enjeu pour notre carrière. Donc ce sera un maximum de plaisir. On va essayer de porter les couleurs de Sofitex dans le plus haut du classement possible. Voilà, on a un binôme qui peut jouer la gagne, donc on va essayer de rester en tête jusqu'à la fin. Voilà, Alsacien en tout cas, père ancien joueur professionnel de foot international, une maman qui fait un petit peu de pilotage, même à très haut niveau, et votre oncle c'est... C'est Yvan. Ouais, c'est Yvan Muller, voilà, l'homme de la glisse. Comment vous la sentez cette voiture, cette Renault RS 01 Sofitex ? C'est très performant comme auto, c'est léger, ça a beaucoup de chevaux. On a l'ABS et Traction Control qui aident pas mal dans des circonstances un peu comme le sera le départ. C'est vraiment une auto qui est fiable, performante, donc on sera en mesure de faire des chronos réguliers jusqu'à la fin de la course et de terminer cette course. Comment ça va se passer tous les deux ? Tous les combien vous allez changer de pilote ? C'est des runs de combien ? On le sait stratégiquement ? Pour le moment, on connaît notre autonomie. Je pense qu'on devrait faire 1 voire 2 relais et je pense qu'on pourrait tenir jusqu'à la fin de la course. Voilà. Vous savez quoi les gars, on croise les doigts, j'aurai d'autres pilotes, je leur dirai la même chose. Soyons fair play avec tous les pilotes qui sont engagés ici. Dans un instant, vous allez rejoindre la grille de départ, hein, ça partira bientôt, dans un petit peu moins de 40 minutes. Mathieu, vous êtes toujours sur la grille, hein. Ouais, on est juste derrière Lionel, on s'est mis côté paddock avec Philippe Spanet, bonsoir. Bonsoir. Un peu crispé parce que entre l'averse et le coup de bourre à quelques minutes du départ, merci beaucoup de nous donner un petit peu de temps. Qu'est-ce qu'on gère à une demi-heure, un petit peu plus du départ ? Malheureusement, c'est le changement de pneus rapide qu'il faut faire parce qu'on va bientôt mettre des voitures en pré-grille, quoi. Donc il faut être prêt pour ça. Donc les mécanos sont à fond sur les voitures. On a 3 voitures à préparer, donc c'est quand même du boulot, quoi. Et on a pris une grosse averse et on est obligé de partir en pneus pluie, quoi. Malheureusement, les voitures étaient préparées pour rouler sur le sec. Hein, la météo était clémente jusqu'à présent avec nous. Maintenant, malheureusement, il pleut, quoi. Donc changement total de pneumatique, quoi. Vous avez une double casquette, hein, team manager, vous pilotez aussi, comment on gère un petit peu tout ça sur une seule course ? Je suis deuxième pilote sur la Ferrari, quoi. Donc c'est vrai que après je suis également coach sportif, hein, sur les voitures. Et donc les gars qui sont avec nous dans le team, c'est des gens que je coach toute l'année, justement pour cet événement, quoi. Donc ça, il faut rassurer un peu tout le monde. Et double casquette, effectivement, parce que je suis pilote et je suis là aussi un peu pour manager un peu tout le monde, quoi, pour leur donner un coup de main. Bon, heureusement, je suis bien secondé par Boris, qui est également le gérant de la structure. Donc voilà, on fait au mieux, quoi. On fait au mieux. Mais c'est vrai que c'est un stress, quoi. C'est un stress, mais ça se prépare, hein. On débarque pas sur une course comme ça. On vous a suivi, Marine Zis, une de nos journalistes, était avec vous cette semaine ici sur ce circuit, parce il y a déjà des préparatifs évidemment bien en amont. Regardez. Test de pneus, vérification de la consommation, réglage, tout y passe. Pour préparer une course de 500 km, on ne lésine pas sur les détails, que ce soit sur le circuit ou en dehors. On se prépare également physiquement, hein. On fait beaucoup de vélo, on court beaucoup, cardio, hein. On travaille un peu le cardio bien sûr, même si on n'est pas des pilotes pros, il y a quand même un minimum de préparation, quoi. Aujourd'hui par exemple on a 33 degrés, hein, sur le tarmac, hein, il fait 33 degrés. Dans les voitures on arrive jusqu'à 48 voire 52 degrés, hein. La chaleur elle est étouffante, quoi. Donc malgré qu'on ait la clim ou la ventilation, c'est quand même très éprouvant, c'est physique, hein. Lancés à plus de 250 km/h, les pilotes ne freinent que quelques dizaines de mètres avant le virage. Ils n'ont donc pas le droit à l'erreur, d'autant plus que la course a lieu la nuit. Ça change beaucoup de choses, hein, sur le relief, hein. En pleine journée, on voit vraiment le relief du circuit. Encore que là, on a de la chance, c'est un circuit qui est très plat. Mais disons que la nuit, tout est réduit, tout est rétréci. Le champ de vision également, hein. Autre particularité de la course, le relais. Mais avant de penser aux éléments purement tactiques, chacun doit prendre ses marques dans les voitures pour pouvoir collaborer le plus efficacement possible le jour J. Pour faire simple, la préparation c'est les réglages en fonction du pilote, puisque les pilotes là vont s'échanger le volant, des pilotes qui ne connaissent pas forcément la voiture, puisque les volants sont partagés. Voilà, c'est la préparation de beaucoup de petits détails qui font qu'on peut être devant. Seule chose que l'on ne peut pas prévoir le jour de la course, la panne.
Pour le team RSR, l'objectif des 500 nocturnes est de passer la ligne d'arrivée et surtout de se faire plaisir. Mais nul doute qu'après plusieurs semaines d'entraînement, se retrouver sur le podium ravirait toute l'équipe. Voilà, retour avec Philippe. Hop. Voilà Mathieu. Alors, si on revient un peu. Je ne sais pas si on peut vous retrouver Mathieu. Vous êtes toujours avec votre pilote. Voilà, c'est les caméras HF. Sinon, voilà, je suis moi ici sur le plateau avec Lionel et Damien Valdan. Voilà, c'est enfin les garçons, les frangins, vous l'avez fait quoi. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur ces 500 nocturnes, Lionel? Ça fait la 3e année. Ça fait 3 ans maintenant qu'on a lancé cet événement. Donc on se rappelle un petit peu dans l'histoire. La première année, c'était ouvert au grand public. Bon, là, on est parti sur un événement un petit peu différent, plutôt orienté chef d'entreprise, plutôt guichet fermé. Donc là, effectivement, ce sont des chefs d'entreprise qui prennent des loges pour leurs clients, pour leurs invités, pour leurs partenaires. Et voilà, donc ça a été orienté un petit peu différemment et vraiment ciblé sur les chefs d'entreprise. Au départ, c'était une course, quand vous l'avez reprise il y a 3 ans, c'était une course qui était destinée à qui en fait? Alors, c'est une course qui est destinée à tout le monde, tous les passionnés automobiles, ça c'est sûr. Au-delà de ça, eh bien, c'est vrai, comme Lionel le disait à l'instant, on a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont là. Il y a forcément tous les passionnés, donc c'est quand même du grand public qui peut venir, qui peut passer une soirée VIP. Donc voilà. Voilà, alors on s'est baladé un petit peu comme ça. On a vu cette ambiance absolument exceptionnelle. Est-ce que vous battez des records cette année? Est-ce qu'il y a plus de monde que d'habitude? Alors non, cette année on est à 3500 personnes qui vont être sur le site, ce qui est la capacité, on va dire, normale d'acceptation du site. Qu'est-ce que vont faire les entreprises ici? J'ai discuté avec un des pilotes qui est de Regmaterm qui me disait voilà, c'est un vrai projet aussi d'entreprise et de société. Il y a les gens qui sont derrière et qui suivent leurs pilotes. Voilà, il y a une fierté comme ça d'être dans une entreprise qui met une voiture sur la piste, Lionel? Ah oui, effectivement, les entreprises se prennent au jeu, elles inscrivent des pilotes, elles prennent des autos, elles mettent leurs pilotes à elles. C'est extrêmement intéressant parce que là, il y a vraiment, on sent qu'il y a un engouement aussi de la part des entreprises. Elles vont un peu plus loin que juste inviter les clients ou leurs partenaires. C'est vrai qu'elles jouent le jeu de la course. Donc ça, c'est extrêmement intéressant pour nous. Est-ce qu'on fait comme, on va dire, dans les loges au Racing Club de Strasbourg ou à la SIG ou dans les grands clubs, est-ce qu'on fait aussi des affaires quand on vient ici? On vient pour le spectacle, on est d'accord, mais... C'est vrai. Alors on dit la nuit la plus sport, chic et glamour, mais au-delà de ça, effectivement, il y a beaucoup d'affaires qui se font, puisque c'est dans ce genre d'événement qu'on invite ses meilleurs clients, où on remercie ses collaborateurs. C'est là aussi qu'entre les loges, entre les chefs d'entreprise qui se rencontrent, il y a forcément des échanges. Donc il y a un business lounge qui a été créé cette année pour cela. Donc oui, bien sûr, on fait des affaires, oui. Alors on m'a juste soufflé qu'il y avait actuellement même ici une dédicace avec Mister France et Miss Alsace. Voilà, ça fait partie de l'aspect glamour qu'on est en train de découvrir sur les images. C'est des défilés de mode, c'est qu'il n'y a pas que de la course, quoi. Oui, mais c'est vraiment la différence. Alors, les 500 nocturnes, c'est vrai que très souvent les pilotes, lorsqu'ils participent à ce genre de course, il y a les pilotes et il y a la course. Et là, on retrouve plus, c'est qu'on met de l'événement, on met des shows, des spectacles, des filets de mode, des filets de lingerie. C'est vrai que c'est aussi ce qui est intéressant. C'est aussi pour que tout le monde puisse participer à ce genre d'événement. Souvent, les pilotes, c'est très élitiste, ceux qui n'aiment pas la course. On fait quoi? On n'a pas forcément grand-chose à côté. Et là, c'est pour que tout le monde puisse y retrouver, les dames, les enfants, les plus jeunes, les moins jeunes. Voilà, c'est vraiment l'esprit de fête qu'on essaie de regrouper dans cet événement, effectivement. Un petit mot, Damien, qu'est-ce qui va se passer ce soir? On va dire exactement dans 45 minutes maintenant. Il y aura le départ, on sera sur le départ avec Mathieu Chanvillard et nos caméras. Le reste, dans la coulisse comme ça, qu'est-ce qui se passe ce soir? C'est des défilés, c'est des humoristes? Ah oui, alors là, il y a tout. Il y a du concert, il y a du cabaret, il y a du feu d'artifice, il y a la course, donc on va pouvoir alterner la course avec les chronos, avec les champions qui vont se battre sur une route mouillée quand même, donc ça va être impressionnant. Et au-delà de ça, forcément, ceux qui vont pouvoir voir tous les spectacles qui sont autour de tout ça, avec des simulateurs de conduite aussi, que je tiens à préciser, simulateurs de conduite avec le circuit de l'Anneau du Rhin sur le simulateur, donc ceux qui ont envie d'y aller sans risque peuvent y aller aussi en électronique, on va dire. Voilà, et c'est François Rinaldi dans quelques instants qui nous parlera de l'aspect plus sportif. On est d'accord? Tout à fait. Bon, bonne route, on se revoit, on est ensemble jusqu'à 21h. Nous on va repartir directement sur la ligne des stands ou peut-être sur la pit lane. Où est-ce que vous êtes, Mathieu Chanvillard? Mathieu Chanvillard n'est pas là. Alors ce qu'on va peut-être faire, c'est est-ce qu'on a un pilote qui est avec nous? Un petit mot sur ce palmarès. On a vu les têtes d'affiche là.
C'est important pour vous aussi d'avoir comme ça des champions. On a un champion d'Allemagne. Hein. Voilà, comment sur l'aspect purement sportif, c'est ça qui va tirer les choses vers le haut? Oui, c'est sûr que c'est une course pour tout le monde. Il y a autant des vrais champions qui sont là, des pilotes professionnels, que des gentleman drivers qui viennent rouler pour se faire plaisir. Donc c'est une course assez atypique parce qu'elle ne fait pas partie d'un championnat. Et c'est ce qui en fait aussi sa qualité parce que tout le monde peut venir se battre contre des grands champions, ce qui est plutôt unique en général. Ça n'existe pas. Quelle est la proportion de pilotes professionnels et de gentleman drivers? Est-ce que c'est quoi? C'est 50-50 hein? C'est plutôt un tiers, 2 tiers. Un tiers de pilotes professionnels et 2 tiers de gentleman drivers. D'accord. Est-ce que vous êtes avec un gentleman driver, Mathieu Chanvillard, sur la ligne de départ? Ok. On vous a retrouvé, petite pause. On est avec Didier Arous, un des petits. Vous vous vexez pas si je vous dis ça, vous êtes entouré il y a des grands noms autour. C'est quoi l'objectif ce soir? De se faire plaisir déjà, prendre beaucoup de plaisir et puis voilà, faire un petit galop d'essai sur circuit. Hein. Comment on vient sur un week-end comme ça? On arrive à combien? Quel moyen on arrive à mobiliser sur une course comme celle-ci? Les moyens, c'est un peu compliqué, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement personnel, c'est beaucoup de préparation au niveau des voitures, mais ça fait plaisir de tous se retrouver, une belle structure et une belle soirée en perspective. Quel genre de circuit c'est? Quel genre de course? En nocturne en plus, sur une piste mouillée en plus? À quel genre de course vous vous attendiez? C'est la première course en circuit pour moi, je fais que du rallye, c'est la première course en circuit, donc c'est un peu compliqué, c'est gras, il fait noir, donc tout est nouveau, on verra bien où ça mène. Vous faites la course à deux, hein. Comment on gère les relais? On établit une stratégie avant? Comment ça va se passer? Stratégie, mais après c'est plus au feeling, c'est au niveau de la fatigue, c'est au niveau du comportement de la voiture aussi. Mais il y a une petite stratégie qui est établie avec le temps, mais on essaie de respecter, mais c'est pas toujours... Il part des petits aléas. On va improviser un petit peu. Voilà. Ouais. Juste un mot sur la voiture, quel budget ça représente? Quel investissement c'est en temps, en moyens? Alors nous on est une société, donc nous en fait les voitures nous appartiennent, on fait de la location, donc ça c'est un véhicule qui vaut dans les 60 000 € à peu près. Et voilà, après il y a des bébés ici qui valent 6 ou 7 fois le prix, donc voilà, on n'est pas dans la même catégorie, on n'est pas là pour gagner, on ne sera pas champion du monde, on n'y sera jamais, juste prendre du plaisir, voilà, c'est l'essentiel. On fait un peu le tour des stands, on échange entre pilotes quand même, ou c'est concurrent un peu féroce? Non, c'est une course qui est hors championnat, donc c'est une bonne entente. Voilà, il manque des outils, on se prête des outils, on est ensemble et il n'y a pas de. Le sport auto, non, c'est pas un monde où c'est fermé, c'est quand même. Il y a quand même une bonne ambiance. Comment on sent à une petite demi-heure là, du départ, comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? À se concentrer. À se concentrer, c'est le principal, un peu stressé, après c'est sûr, mais voilà, c'est prendre du plaisir et espérer qu'il n'y a pas trop d'accrochage dans le premier tour, surtout voilà, comme là c'est un peu gras, ça va être un peu compliqué les premiers virages, mais on improvisera. Et ben voilà, vous laissez vous concentrer. Alors Didier, excellente course à vous et à votre partenaire, on va suivre ça dans un instant. On vous retrouve avec vos invités Lionel et on se retrouve ici sur la grille dans un instant. Merci beaucoup Mathieu Chanvillard, on est avec Thierry Colnet qui est sur ce plateau, accompagné de Daniel Irion. Alors, respectivement, Thierry Colnet, pilote, directeur technique de Regmaterm. C'est ça, Lionel, c'est ça. Voilà, et la dernière fois qu'on vous avait vu, vous nous aviez expliqué combien vous aviez envie de vous retrouver ici. Voilà, sur le circuit, Daniel Irion, on va revenir dans un petit instant, passionné de Bugatti, très belle voiture qui a ouvert la piste. Thierry, je voudrais qu'on fasse un petit point. Aujourd'hui, comment vous vous sentez dans la voiture? 7e sur la grille de départ. Oui, 7e sur la grille de départ, donc en clair à notre place par rapport à la voiture qu'on a. On a fait en plus de séances d'essai un petit peu mouvementées avec quelques petits soucis techniques. Maintenant, a priori, tout est rentré dans l'ordre. Et on va partir comme les autres dans des conditions un petit peu épiques en termes de tenue de route. Mais bon, ça fait partie de la course. C'est pour tout le monde pareil. Maintenant, avec propulsion et 500 chevaux, ça va être un peu chaud, notamment les premiers tours. Mais on a bien conscience que c'est une course d'endurance et qu'il faut être au bout, donc on va gérer la course de telle sorte d'arriver, je dirais ce soir à minuit, croiser la ligne d'arrivée. Voilà, il y a 500 km effectivement à faire. Entre les essais qualificatifs qu'on a pu voir entre midi et 14h et toute la pluie qui est tombée sur le circuit, qu'est-ce que ça change dans votre stratégie ? Dans la stratégie, l'idéal c'est de faire le moins d'arrêts possible parce que les arrêts sont pénalisants en termes de temps. Donc c'est sûr que la stratégie idéale c'est 2 arrêts. Maintenant, comme les pneumatiques vont rentrer en ligne de compte, on ne peut pas rouler. Si la piste sèche, c'est impossible de rouler en pneus pluie sur le sec.
Donc forcément, ça va rajouter un arrêt. Il y aura peut-être aussi des safety cars qui interviennent et qui ralentissent la course et qui retassent tout le monde. Donc clairement, aujourd'hui, faire un pronostic, c'est la gestion de course après des stands qui fait aussi la différence, quoi. Aujourd'hui, vous allez partir dans un petit peu moins dans 35 minutes. Vous allez partir en pneu sec, en slick. Vous partez en pneu médian, en pneu pluie. Non, on part en pneu pluie, hein, parce que la piste est quand même bien détrempée. Donc, qui plus est, la température baisse d'1 degré tous les 10 minutes à peu près là, en ce moment. Donc, ça séchera pas aussi vite que ça. Donc, d'ici 3 quarts d'heure, c'est possible que 3 quarts d'heure de course, que ça ait séché un peu, quoi. Vous êtes issu du rallye. Jérôme Schmitt, qui est votre coéquipier, hein, tout à l'heure en course, on le recevra d'ici une petite heure. Vous venez tous les deux du rallye finalement. C'est quoi la différence quand on passe sur un circuit? C'est pas les mêmes codes, c'est pas le même grip, la même accroche, hein. La première chose, c'est que c'est pas du tout les mêmes voitures, hein, puisqu'on est sur des véhicules qui n'ont rien à voir en termes de suspension, de gestion moteur, etc. C'est une autre discipline, il faut être beaucoup plus propre et régulier. Maintenant, l'avantage que ça nous apporte à nous, rallyman, c'est que les conditions un peu changeantes, etc., c'est des choses qu'on retrouve, notamment moi qui fais de la terre, c'est des choses qu'on retrouve de manière relativement classique, hein. Donc, je dis pas que c'est facile, mais globalement, on a peut-être un peu plus d'habitude de trouver un peu de gravier ou de flotte à certains endroits, quoi. Comment ça va se faire ce soir avec Jérôme? Vous roulez combien de temps? Une demi-heure, une heure? L'idée, c'est de faire des relais en gros d'1 heure, ouais, donc, et de se relayer, faire, si possible, faire que 2 relais, donc faire une course à 2 arrêts, quoi. Voilà, je vous avais dit que je vous libérais vers 19h50, je crois que c'est la règle. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je vais rejoindre la grille de départ et puis m'installer au volant et attendre, faire quelques photos avec nos partenaires qui sont présents de Regmatherm ce soir, hein, toute l'entreprise et puis bien sûr nos partenaires et nos clients. Faire des photos de souvenirs et puis après se mettre la tête dans le casque pour faire au mieux, quoi. Concentré, vous êtes prêts? Ouais, je suis prêt. Ouais. On va vous suivre. Thierry Collet, merci à vous. Nous, on va marquer Lionel. une petite page de pub et on revient avec Daniel Hirion, propriétaire d'une sublime Bugatti. Et vous étiez sur le circuit cet après-midi. C'est juste après la pub. Et retour en direct sur le plateau, ici, Alsace 20. Nous sommes au cœur des 500 nocturnes. Le départ aura lieu exactement à 20h30, soit dans 35 minutes. Avant de vous retrouver, Mathieu Chanvillard, un petit mot avec vous, Daniel Hirion. Vous avez, avec votre Bugatti Veyron, tourné il y a quelques minutes sur la piste. Et ça s'est passé comment? Il y avait énormément d'eau. Mais dans l'ensemble, la voiture a bien réagi. Différence, c'est que vous avez 4 roues motrices quand même, hein. Ah, ça c'est fantastique. Je veux bien le croire. Mathieu Chanvillard, vous êtes avec un des pilotes actuellement sur la grille de départ, je crois. Ah ouais, Lionel, ça se précise, hein, les voitures, on va pas noter un tout petit peu, regardez à droite et toutes les voitures commencent à se mettre en place. La nuit est tombée, donc on est vraiment là au cœur de l'ambiance, ça commence à se rapprocher. Chocté de Joachim Denarda, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'un des 3 pilotes du monstre qui est derrière nous. Présentez-nous cette voiture que vous allez partager avec Julien Schell notamment. Vous serez deuxième sur la grille de départ. Exactement, c'est une Lamborghini Gallardo, une GT3, qui a tous les systèmes donc ABS et tout ça. Donc c'est une voiture très très équilibrée et très rapide. On a de la concurrence. On sait que ça va être compliqué d'aller chercher la tête, mais bon, on part deuxième, donc ça va être délicat, mais on va aller jusqu'au bout et puis on verra bien le résultat. Vous êtes dans un mouchoir de poche, hein, justement, avec Nicolas Armindo notamment et son équipe vous êtes dans la même seconde, même à quelques dixièmes. Il y a presque, sur les essais, il y a eu presque un gouffre, hein, avec la suite. C'est le duel annoncé en tout cas. C'est sûr, après on a le niveau pour aller chercher vraiment ce devant et puis on n'a pas la même voiture, c'est sûr que c'est pas les mêmes générations, mais non, ça risque de vraiment d'être prometteur et puis une belle bagarre. Nicolas, je le connais bien, je l'ai côtoyé récemment, donc non, c'est quelqu'un que j'apprécie, puis une belle bagarre en avenir. Alors on en parle depuis le début de cette soirée, mais c'est une course très particulière, hein, parce que le format est plutôt long, parce qu'on est en nocturne, parce qu'il a plu. Comment on gère tous ces paramètres? Parce qu'il y a des choses qui sont prévues, d'autres un peu moins. Non, c'est délicat, parce que nous, moi je vais prendre le 3e relais, donc on ne sait pas si ça va être sec ou pluie. On va être bien sûr sous la nuit, donc c'est pas évident, mais bon, un pilote doit être capable de s'adapter à n'importe quelle situation et puis être prêt au moment présent. On planifie un petit peu les arrêts, comment ça se passe? On sait qu'à tel horaire on va s'arrêter, ou c'est vraiment c'est les conditions de course et les aléas qui vont dicter tout ça? Alors on planifie, c'est sûr, on planifie un peu le programme, le schéma de base, et puis après en fonction des safety cars, en fonction des situations en course, on avise en fonction de tout ce qui peut nous arriver, mais on planifie quelque chose à la base bien sûr.
Comment on arrive jusqu'ici? Enfin, c'est quoi le parcours d'un pilote pour se retrouver dans le baquet tout à l'heure d'une voiture pareille? Bah, c'est quelque chose qui est pas simple hein, dans n'importe quel sport, d'arriver à ce niveau-là, c'est pas évident, on roule très peu, mais bon, c'est de la passion et surtout de l'envie, de l'ambition et d'être capable de travailler jour et nuit pour aller chercher les derniers dixièmes parce qu'on s'en rend pas compte, c'est un sport et c'est pas évident d'aller chercher les derniers dixièmes, c'est très très complexe, on joue parfois au mètre près pour aller freiner, reprendre les gaz vraiment tôt, donc c'est quelque chose de très complexe le sport automobile, mais une fois qu'on est ancré et une fois qu'on a la philosophie, on va jusqu'au bout et on se fait vraiment plaisir. Il y a un outil parfait, enfin ou presque dans la région, c'est ce circuit. On sait quoi, les pilotes du coin, ils le connaissent par cœur ou ça change, ou il y a des choses qui évoluent, ça dépend de la voiture. Comment on joue à domicile ou pas en fait? Ben moi j'ai la chance d'être dans le team de Sébastien Loeb et eux sont à côté, donc j'ai déjà fait des tests pour développer la voiture ici, donc je connais le circuit. C'est sûr que pas comme un vrai Alsacien qui va rouler vraiment régulièrement sur ce circuit, mais non, je le connais par cœur et puis un pilote doit être capable de s'adapter à n'importe quelle situation et puis quand on arrive sur un circuit même qu'on ne connaît pas, il nous suffit quelques tours pour vraiment comprendre idéalement le circuit et d'aller le plus vite possible. Les 500 nocturnes, c'est une course un petit peu à part, hein. Hors championnat, c'est quoi? C'est du gala entre guillemets ou c'est la même pression quelque part que les courses de championnat? Bah, c'est sûr que c'est pas mon championnat, il y a un enjeu bien sûr, la victoire, on veut tous gagner. Mais non, c'est la passion, rencontrer de nouvelles personnes. On sait qu'il y a beaucoup d'invités, surtout des invités qui ont de la valeur, comme on peut dire ça dans le monde du sport automobile. On sait que ça peut être des futurs partenaires. Donc c'est sûr que c'est très intéressant d'y participer. Il faut y participer, ça c'est sûr. On prend un pilote qui a besoin d'évoluer, c'est vraiment important. Mais oui, la même pression, on doit gagner. Le but c'est de gagner. Hein. Quand on est compétiteur, on veut gagner, on va aller jusqu'au bout et puis s'amuser principalement. Pour terminer, vous faites partie, vous le disiez, du Sébastien Loeb Racing, hein, l'équipe de Sébastien Loeb. Le patron, on échange avec le patron ou c'est vraiment il délègue? C'est quoi le quotidien du championnat le reste de la saison? Alors c'est sûr, on le voit pas régulièrement, hein, mais j'ai eu la chance de le côtoyer. C'est ma 4e année chez eux, j'ai 22 ans, donc j'ai eu la chance de le côtoyer régulièrement. Donc non, c'est quelqu'un qui m'a apporté, qui va m'apporter encore par son palmarès et sa qualité d'individu. C'est quelqu'un de vraiment génial et on en apprend vraiment sur lui dès qu'on commence à parler avec lui. On voit vraiment sa personnalité. Mais non, la chance d'être avec lui et puis la chance d'être dans son team et puis peut-être cette année je joue le titre, l'année dernière j'ai terminé vice-champion et cette année d'aller chercher le titre et tout donner pour gagner ce championnat. Lionel, il y avait une question subsidiaire, une question à 100 000 $ en plateau, je vous écoute Lionel. Voilà, moi j'adore en fait cette jeunesse, à 22 ans il a la vie devant lui, comment il s'étalonne par rapport à ses coéquipiers dans la voiture, voilà, est-ce qu'on se tire la bourre, est-ce qu'on regarde le chronomètre, c'est quoi le travail? Alors je traduis parce qu'on n'a pas le retour pour les invités. Comment à votre âge, Lionel Demonde, on s'étalonne par rapport aux autres pilotes qui ont beaucoup plus de métier, beaucoup plus d'expérience? On échange, on regarde, comment ça se passe? C'est vrai, c'est l'expérience qui va faire. Voilà, moi j'ai 22 ans, Nicolas il est plus âgé que moi, il a plus d'expérience, donc c'est sûr que ça joue en sa faveur. Mais non, c'est en parlant avec tout le monde et on vit dans un sport où il y a beaucoup de gens qui réussissent, beaucoup de chefs d'entreprise. Donc naturellement, on devient beaucoup plus mature, on devient vraiment plus intelligent, plus de tout. On est motivé. Donc non, ça nous apprend énormément de choses. Et puis à notre âge, oui, c'est sûr que depuis que j'ai 15 ans, je suis dans une voiture, je roule à plus de 200 depuis que j'ai 15 ans. Mais non, on apprend au fur et à mesure sur le tas, certes. On n'a pas la même chance que tout le monde d'arriver à 34 ans et rouler toujours. Donc chaque seconde sur un circuit est important. Donc on donne tout dès qu'on est sur le circuit. Et on travaille, même si on n'est pas dans la voiture, on va continuer à travailler sans relâche. Et puis en espérant chercher le titre. C'est pas simple. Mais bon, au bout d'un moment, quand on veut gagner, c'est vraiment très très important de ne pas compter ses heures, comme on peut dire dans le monde professionnel. Mais non, c'est sûr que c'est un beau métier parce que justement, on a besoin énormément d'heures en dehors de la voiture. On s'en rend pas compte, mais c'est énorme. Merci beaucoup. Bonne course, bonne nuit en tout cas à vous. Vous le voyez Lionel et vous le voyez derrière nous, toutes les voitures sont en train de se mettre en place pour faire un tour de chauffe. Avant de venir se placer sur la grille, on va aller nous se placer pour vous faire vivre ce départ en direct. Je vous retrouve tout de suite là-haut. Effectivement, on vous attend avec d'autres pilotes dans 4 à 5 minutes. François Rinaldi nous a rejoint avec Daniel Rion, passionné de Bugatti. François, ça y est, c'est parti, le tour de chauffe. On va rappeler l'aspect sportif en fait. Quelle est votre fonction ici au sein de l'Anneau du Rhin ?
Eh bien, moi, je dirige le circuit de l'Anneau du Rhin depuis maintenant 20 ans. Quelle aventure! Une grande aventure, oui. Peu de gens y croyaient dans les années 90. Et puis, mon père s'est battu pour qu'il y ait enfin un circuit automobile en Alsace. Avant, les passionnés devaient faire 200-300 km pour rejoindre soit le circuit d'Hockenheim, soit le circuit de Dijon. Maintenant, effectivement, on a un beau circuit et on y fait des belles épreuves. Voilà, on en parlera avec Marc Renali tout à l'heure, hein, vraiment de ces écuries au départ qui ne voulaient pas venir ici. Et très régulièrement, eh bien, on vient s'entraîner. Paris gagné pour l'Anneau du Rhin. Les entraînements, ça reste le cœur de notre activité, oui. Aujourd'hui, il y a ces 500 nocturnes, 3e édition. À quel moment vous vous êtes dit, tiens, on va quand même relancer cette course mythique des années 70, mais qui ne se passait pas en circuit? Alors, il y a eu le facteur plusieurs facteurs qui se sont rejoints. Tout d'abord, mes amis, les frères Valdan, qui voulaient organiser un bel événement avec moi. Et puis aussi une vieille passion pour les courses nocturnes, comme les 24 heures du Mans. Voilà. C'est des courses où il y a une ambiance qui est différente, une ambiance du soir. Et j'avais envie de faire découvrir ça aux Alsaciens. Voilà, parce qu'il faut le rappeler que c'est pas comme les 24 heures du Mans où on court un petit peu en journée et le soir. Là, c'est 100% nocturne. C'est un 24 heures du Mans raccourci, effectivement. Disons que ce que j'avais beaucoup aimé dans ces courses 24 heures du Mans, 24 heures du Nürburgring ou de Spa, c'est l'ambiance nocturne, l'ambiance du soir, qui est vraiment très spéciale aussi bien pour les spectateurs que pour les pilotes. Je sais, François, que vous connaissez parfaitement votre circuit pour faire 500 km. Le départ sera donné dans 26 minutes exactement. Il va falloir tourner combien de fois sur cette piste? 138 tours, exactement. 138 tours, donc c'est un spectacle voilà, qui ne s'arrête jamais. Un peu plus de 3 heures pour faire les 138 tours, donc arriver vers 23h30 minuit. C'était une volonté d'avoir et des pilotes pros, hein, on le voit aussi sur la grille de départ quand même, hein, et des gentleman drivers qui, dans des Corvettes c'est fini, dans la Porsche, dans l'Audi, dans les Lamborghini, vont prendre du plaisir. Gentleman driver, c'est important aussi. C'est important, les gentleman drivers. L'Alsace est pleine de passionnés et ces passionnés ont leur pleine place ici. Super plateau pour vous, pour ces 500 nocturnes? Oui, on a vraiment des véhicules d'exception. En particulier, ces Renault RS01 qui sont des machines exceptionnelles. Il y en a eu très peu de fabriquées, hein, une vingtaine seulement existent sur la planète. Nous en avons 2 ici ce soir, c'est vraiment exceptionnel. Voilà, et dont une est en pôle, les deux. Enfin... Tout à fait, avec 2 champions de France dedans, donc c'est pas étonnant. Ça le fait, le plateau est plutôt pas mal. Un petit mot sur la spécificité du circuit, je le disais, 3,7 km. Oui, 3,7 km, un circuit caractérisé par beaucoup de vitesse. C'est un circuit où il y a des endroits où on peut atteindre des vitesses au-dessus de 200 km/h par 3 endroits, des courbes qui peuvent passer à fond pour les voitures. Donc c'est un circuit d'hommes. C'est un circuit d'hommes, un circuit compliqué. Mathieu, je ne sais pas si vous avez sur la grille de départ des pilotes. Je vais revenir à vous dans un petit instant. Voilà Mathieu, je reviens à vous sur ces belles images que vous découvrez. Actuellement, nous sommes évidemment en direct à Alsace 20, ici au 500 Nocturnes à Binsheim. Mathieu, on vous retrouve. Ouais Lionel, on est sur la ligne, alors vous voyez les voitures qui commencent à se mettre en place, les teams les ont rejoints, on va voir sur ces images, il y a encore les invités, hein, les partenaires qui ont encore accès à la ligne pour quelques instants, qui peuvent encore aller approcher les pilotes, les mécaniques. Il y a les danseuses, il y a la musique, c'est grosse ambiance. Il y a un petit quart d'heure, c'est le quart d'heure un petit peu, allez, on va dire festif, encore un peu light. Et puis après, les pilotes vont rentrer dans leur bulle. On va aller voir l'un d'entre eux dans quelques instants. Et on fait vivre l'ambiance sur la piste avant le départ de ces 500 nocturnes. On n'est qu'à 25 minutes du départ. Et vous voyez beaucoup d'ambiance, beaucoup de monde, beaucoup d'animation. Je vous propose de vous retrouver dans quelques instants. On va aller retrouver l'un des pilotes de cette course. Eh bien, écoutez, c'est formidable. Ça va nous permettre de parler du présent et du passé. Présent parce que Daniel Irion, avec sa Bugatti Veyron, eh bien, vous allez aller sur la piste. Comment ça s'est fait en fait votre venue? Je rappelle que vous êtes un passionné de Bugatti. On va en voir quelques-unes. Comment ça s'est fait cette histoire avec l'Anneau du Rhin et ses 500 nocturnes? Je suis ami d'une part avec le club et également avec la famille Rinaldi. Donc c'est tout à fait normal que je sois là pour présenter la voiture et participer. Qu'est-ce qu'on éprouve comme sensation quand on est dans une Bugatti Veyron comme la vôtre, hein, voilà, et qu'on va sur le circuit? Il y a 1000 chevaux quand même. Hein. Oui, elle a 1000 chevaux, mais elle tient bien la route dans l'ensemble. Elle est très puissante.
mais c'est une auto fantastique. C'est quoi les sensations qu'on y retrouve? On est en train de la découvrir, la voiture, là. Alors ça n'a absolument rien à voir avec une voiture de course. C'est vraiment l'auto, une des autos les plus rapides du monde. Un freinage exceptionnel. De ce côté-là, je pense qu'on n'a pas fait mieux et aujourd'hui avec la Chiron, c'est encore au-dessus. Quand on a acheté, quand on est l'heureux propriétaire d'une Veyron, il y a une Chiron qui est juste derrière nous. Est-ce qu'on rêve en se disant, tiens, ça c'est inaccessible, c'est des voitures à 2 millions, à 3 millions d'euros TTC, voilà. Est-ce qu'on se dit, tiens, je pourrais me laisser tenter? C'est peut-être un rêve, mais j'ai eu la chance d'avoir la première Veyron qui a été construite en pré-série, donc c'est la numéro 1 et j'y tiens beaucoup. C'est la Veyron numéro 1, c'est celle qui est là ce soir? Tout à fait, c'est celle qui est là. Alors, vous êtes un des grands collectionneurs de Bugatti, vous avez racheté une très belle collection dans le sud de la France. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette collection exceptionnelle que vous avez? J'ai essentiellement des petites autos, j'en ai 300. J'adore le côté très humble de Daniel. Les grandes voitures coûtent cher et de temps en temps il faut en revendre. C'est vrai que les 110 sont exceptionnels, mais très durs à entretenir. Et puis bon, l'avenir est quand même avec les nouvelles Veyron et un jour Chiron. Voilà, on va découvrir la EB112 qui vous appartient. Vous l'avez toujours? Non plus, elle est à Monaco en ce moment. Elle est à Monaco. La voici. C'est cette voiture qu'on voit sur ces images. Lorsque vous avez lorsque vous l'avez rachetée, lorsque vous l'avez conduite, qu'est-ce que vous avez ressenti? C'est un rêve de gosse? C'est quoi? Ah oui, tout à fait. Je pense que déjà... Ettore Bugatti, avec toutes les autos qu'il a créées, c'était exceptionnel. Et heureusement que les Italiens ont pris la suite. Malheureusement, l'histoire s'est mal finie. Les 110 Super Sport. Et après, tout un lot d'autos qui devaient sortir, comme la 112. Aujourd'hui, il n'y en a que 2. La voiture noire, la EB112 qu'on voit, il n'y en a que 2. Il y en a 2. Il y a une rouge et une noire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça n'a pas de prix dans ces cas-là quand il n'y a plus que 2 modèles d'exception? Il n'y a pas de prix. On va revenir dans un petit instant. Place au direct. Mathieu, vous êtes toujours, vous, à une 50aine de mètres de ce plateau Alsace 20, ici au cœur des 500 nocturnes. Ouais Lionel, on est sur la grille. Je suis avec un pilote italien. Alessandro Stancani, comment ça va? Ça va bien. Un petit peu stressé, mais ça va. Un Italien, évidemment, au volant d'une Lamborghini. Présentez-nous la voiture qui est derrière vous. Qu'est-ce que c'est? Un Lamborghini del team Imperial Racing, un GT3. Elle est une voiture avec 570 chevaux. Et elle marche vraiment bien. Elle est une grande voiture. Allez, vous êtes 4e temps des essais aujourd'hui. C'est 2e, pardon. C'est quoi? C'est une bonne performance. Vous êtes on peut encore faire mieux. Pour nous, il y a une bonne performance. Pourquoi les 2 pilotes qui sont avant, ils sont pros. Nous sommes des amateurs, des amis qui sont venus pour faire la course ici en Alsace avec mon ami là de l'Alsace, Robertino et Geoffroy. Et ça va. Nous sommes contents de la 3e place. On y va voir la course. Pourquoi il y a la pluie, il y a mouillé. Ça va comme ça là. Nous n'avons pas beaucoup d'expérience, mais nous sommes contents. Alors vous êtes un Italien, mais en plus vous venez du berceau du sport automobile en Italie. Vous venez de Maranello. Expliquez aux Alsaciens quand même Maranello pour ceux qui ne connaissent pas. À Maranello, il y a la Ferrari. Moi je cours avec la Lambo, c'est comme ça. On peut venir de Maranello et conduire une Lamborghini, c'est pas interdit ça? C'est la vie. Bon, c'est comme ça. Juste un petit mot sur la course. C'est une course de nuit, la route est mouillée. Comment vous allez? Expérience pour moi. On y va tranquillement à partir pour ne pas faire des conneries les premiers tours. Et on y va comme si ça va sécher ou si on reste mouillé, je ne sais pas. On y va voir. Eh ben on va vous laisser vous préparer. Merci beaucoup Alessandro. Excellente course à vous et à vos partenaires. On se retrouve Lionel, on continue de faire le tour de la grille ici avec les pilotes qui vont faire l'animation de ces 500 nocturnes. Ça va déchirer. Exactement, on revient à vous dans un instant. On parlait de Bugatti, on a même la petite fille du grand Ettore Bugatti. Vous imaginez le rêve de porter un nom pareil. Comment allez-vous Caroline?
Ça va très bien, un peu plus vieux mais très bien. Voilà. Vous êtes une femme de course, un enfant de l'automobile, un enfant de la course. Un petit mot sur la piste là, avant qu'on découvre votre voiture parce que vous nous l'avez fait essayer. C'est un vrai cadeau qu'on a pour vous. Aujourd'hui la piste est compliquée, glissante. Les voitures ont tourné sur des qualifs sèches. Ça va se passer comment? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des pilotes à ce moment-là? Je suppose que c'est en ce moment un judicieux calcul. C'est vrai qu'il a beaucoup plu cet après-midi. Je pense que la piste de toute façon n'a pas eu le temps de sécher et je ne pense pas que ça soit le cas. Donc c'est voilà, je pense question de pneumatique, ça ne se pose pas tellement. Ce sera à mon avis du pneu pluie pour tout le monde. Voilà. Après, ils sont tous à mon avis sur les starting blocks là. Les voitures sont prêtes, elles sont sur la grid wall, sur la grille de départ. Donc voilà, on va juste attendre le départ et vivre un beau spectacle. Il faut faire à François Rinaldi, il faut faire attention à quoi au départ quand on est comme ça le PDG du circuit de l'Anneau du Rhin. C'est quoi vos craintes quand il y a un départ comme ça? Eh bien évidemment, la crainte numéro 1 c'est l'accident. Heureusement en voiture ça arrive moins souvent qu'en moto, mais effectivement la glisse notamment à l'accélération au moment du départ représente un danger réel. Il y a des consignes qui sont données actuellement aux pilotes en disant les gars on s'excite pas avant le premier virage. C'est difficile de donner des consignes, ils sont là pour gagner aussi, c'est le sport. Alors, est-ce que vous considérez, vous, les 500 nocturnes comme une course d'endurance? A priori, moi, oui, sur 500 km. Mais quand on voit les voitures qui sont des voitures aussi de sprint, ça va aller vite. Hein. C'est une course d'endurance, ça c'est sûr. Mais pour gagner, il faut quand même être devant. Et ils sont là pour en découdre, c'est sûr. Voilà, et tout le monde veut remporter le Graal. Regardez. Ça, c'est quoi, ça? Voilà, ça c'est notre trophée exceptionnel. Ouais. Un trophée qui a été fabriqué par le manufacturier de montres BRM. D'accord. Et donc ce trophée sera remis à l'équipage vainqueur, ainsi que des montres BRM, voilà, des montres de prestige. Voilà, et ça se fera juste, le podium en fait, il est à quelques mètres d'ici, c'est ça? Le podium et le podium sera ici, sur cette scène. Sur cette scène. Ici même. Caroline Bugatti est aussi ce soir l'invitée de ces 500 nocturnes. Un petit mot d'abord sur les 500 nocturnes. Il y a beaucoup de chevilles ouvrières, hein. Tout le monde a travaillé au succès. En quoi vous avez participé, vous, ici, à ces 500 nocturnes? Alors moi, mon travail a été d'organiser toute la partie historique, puisqu'on voulait, les 500 nocturnes voulaient mettre une marque automobile à l'honneur. Et quelle autre marque que Bugatti, qui est une marque alsacienne, hein, elles sont toutes arrivées ce matin de Molsheim, qui est la patrie de l'automobile et de Bugatti. Et voilà, on voulait que cette marque soit mise à l'honneur. Moi, je voulais que ça se passe bien, que les bugattistes jouent le jeu. Et je les remercie parce qu'ils ont véritablement tous joué le jeu ce soir. Ils ont pris la piste dans des conditions météo qui n'étaient pas des plus favorables. Mais en même temps, je leur ai dit, vous avez mis un spectacle énorme parce que voir passer des grands prix avec des gerbes d'eau derrière eux, c'était absolument magnifique. Et franchement, encore un grand merci à tous. François Rinaldi. On leur tire le chapeau. Ouais. On leur tire le chapeau. Alors effectivement, les voitures sont vous parlez de celles-ci qui sont juste à côté de moi. Alors il y a eu effectivement toutes celles qui sont là, parce que moi je leur avais demandé, vous jouez le jeu, vous allez tous en piste. On a fait 2 plateaux, un plateau avec l'ensemble des Bugatti, que ce soit des Grands Prix et des tourismes, et un plateau uniquement de Grands Prix. Donc toutes celles qui sont à côté de vous là ont pris le départ tout à l'heure. Quand on est la petite fille des Torre Bugatti, on sait à peu près où sont toutes les Bugatti dans le monde, on connaît un peu les propriétaires. Hein. Il n'y en a pas eu tant que ça finalement. Alors il y en a à travers le monde, je ne les connais pas tous, mais j'ai la chance d'en connaître quelques-uns en France et à l'étranger, et des gens qui sont fidèles et qui sont là tous les ans. Est-ce que c'est une œuvre d'art, la Bugatti qu'a créée votre grand-père, celle que vous avez, vous êtes propriétaire, est-ce que vous considérez ça comme une œuvre d'art? Alors elle est effectivement très souvent considérée comme une œuvre d'art, parce qu'une Bugatti est belle dans sa ligne, elle est belle dans sa conception, et elle est surtout aussi très belle au niveau mécanique. Vous ouvrez un capot sur un Grand Prix, vous avez ce magnifique 8 cylindres en ligne qui scintille, voilà, c'est aussi beau sur la route que dans un musée. Mais c'est quand même mieux de les voir sur la route. Et bien justement, c'est ce qu'on était en train de faire. On voyait ces images ici à l'Anneau du Rhin. On va y revenir dans un instant. On verra même votre grand-père sur quelques images d'archives. Mathieu, comment ça se passe de l'autre côté, sur la grille de départ? Où est-ce qu'on en est maintenant? Nous sommes à un petit quart d'heure, un petit peu moins même. Nous sommes à 13 minutes du départ. Ouais, 13 minutes Lionel du départ exactement. Alors pour l'instant c'est encore la fête, pour l'instant il y a encore du monde. Julien Schell, c'est un peu difficile de se concentrer quand on est deuxième sur la ligne dans la roue de la pole position et que
Exactement, il va falloir se concentrer très vite. Après, c'est chouette d'avoir autant de monde, vraiment un public qui suit cet événement de plus en plus. Donc je suis vraiment très content. Et puis pour nous, deuxième place, effectivement, on va essayer de chercher le premier. Ça va être un beau combat pendant 4 heures, donc une très belle course. D'autant plus qu'aux essais, on en parlait dans un instant, il y a quelques minutes avec votre coéquipier, vous étiez dans la même seconde, il y a très peu d'écart avec Nicolas Armindo et son équipe, ça promet une belle bagarre, un beau duel. On va essayer de se battre avec eux, c'est vrai qu'ils ont un équipage très fort, une belle voiture, maintenant nous aussi, donc on va se battre. Après on va être prudent, la piste est vraiment très, très difficile, donc on va faire les premiers tours sagement et puis après on va monter en rythme. Parce qu'en plus, pour tout vous dire, il recommence à pleuvoir, à pleuvoter en tout cas sur la grille. Ça va changer quelque chose ou quel pari on a fait sur les pneus? On joue la sécurité là. Non, de toute façon, c'était sûr qu'il allait pleuvoir pendant au moins la première moitié de la course. En tout cas, piste mouillée, donc pour nous, pas de changement, ça reste tel quel. À quel moment, qui décide de changer éventuellement en cours de route si vraiment ça commence? Qui et à quel moment? C'est une décision commune, le pilote informe le staff de l'avancement de la piste et le staff le team prend la décision, mais c'est vraiment en accord avec le pilote. Vous êtes une équipe, vous partagez, vous êtes 3. Qui est derrière nous, vous êtes on va dire l'homme d'expérience. Comment c'est une vraie équipe, c'est-à-dire qu'on échange, on se répartit le temps, comment on organise tout ça? L'idée est d'être vraiment l'équipage le plus rapide possible, donc le but est de concentrer le maximum d'efforts sur tout le monde. Donc on utilise les points forts de chaque personne et on essaye de minimiser les points faibles de chacun. Donc c'est un peu la stratégie, vraiment utiliser le maximum des possibilités qu'on a. C'est un format de course qui est long, 3h30, 138 tours. C'est quoi? Il y a une dimension physique qui fait qu'à un moment on passe la main parce que c'est usant évidemment de maîtriser un bolide pareil. Je dirais pour moi oui et non. Pour moi c'est une petite course, 4 heures. Je suis plutôt habitué aux courses de 12 ou 24 heures. Mais effectivement oui, donc c'est le but d'être à 3 pilotes, c'est vraiment de rester frais, concentré à 100%. C'est pour ça qu'on va faire des relais d'1 heure. Donc relativement rapide quand même. Allez, vous le voyez peut-être derrière nous, le départ approche, on est à un peu plus de 10 minutes, on va laisser Julien s'équiper déjà et puis intégrer l'habitacle de son bolide et puis on va continuer de vous faire vivre le départ de cette course. On est allé à 10 minutes maintenant, 11 minutes pour être tout à fait précis du départ, puis il y aura le tour de chauffe juste avant. A tout de suite Lionel. Merci beaucoup Mathieu. On va marquer une petite page de pub dans un instant, juste le temps de vous présenter Jérôme Schmitt. On a vu tout à l'heure votre alter ego Thierry Colnet, il va lui prendre le départ. État d'esprit avec votre camarade, c'est dans 10 minutes maintenant qu'il va partir. État d'esprit là, juste à 10 minutes du départ, vous vous sentez comment et qu'est-ce que vous avez dit à Thierry? Moi pour ma part, je me sens très bien. Je me sentirais mieux au volant de la voiture qu'ici, mais non, on est bien, on est tranquille. Après, les conditions climatiques font que ça sera forcément un petit peu plus délicat comparé aux autres années. Mais c'est pas plus mal, d'un côté ça nivelle le niveau des voitures, donc c'est intéressant. Vous nous expliquerez ça, vous êtes comme Thierry issu du rallye, donc la glisse, les changements de grille, tout ça vous connaissez. On marque une toute petite page de pub, histoire évidemment de rien rater tout à l'heure du départ qui sera maintenant dans 11 minutes, dans 10 minutes exactement, c'est après ça. Et bienvenue ici au 500 Nocturne, la course des 500 km qui va commencer maintenant, exactement dans 6 petites minutes. Mathieu, je ne sais pas si je peux vous voir. Isabelle Vitry, mettez-nous l'image de Mathieu si on le voit. Voilà, Mathieu, c'est à vous. Vous êtes sur la grille de départ. Mais oui, on est là, il recommence à pleuvoter sur la piste, vous le disiez, à un peu moins de 6 minutes du départ. Les pilotes vont d'abord évidemment s'élancer pour un tour de chauffe avant de reprendre position ici sur la grille. Le public, vous le voyez, commence à évacuer la piste. Puis avec des consignes de sécurité, évidemment, on ramasse tout. Pas question qu'il y ait le moindre objet qui reste traîné sur la piste. Beaucoup de monde, en tout cas, pas mal d'ambiance ici sur la piste. Cette soirée commence et promet énormément. Et puis les pilotes, vous l'avez vu, sont tous retournés dans leur bulle. On les a vus s'équiper. Et puis, comme dit, il va pleuvoir, comme le disait Julien Schell, pendant au moins la première moitié de la course. Ça sera évidemment aussi une donnée à prendre en compte. Le public termine d'évacuer la piste. On va aller nous s'installer également pour vous faire vivre ce départ en direct. A tout de suite, Lionel. Voilà, merci beaucoup Mathieu. Départ maintenant dans 5 minutes. Jérôme Schmitt est un des pilotes avec Thierry Colnet dans le team Regma Team. Comment est-ce que ça va se passer, les différents pits que vous allez faire? Il y en a un qui va rouler pendant une demi-heure, 1 heure. Comment ça se passe entre vous? Non, alors chaque équipe a ses stratégies, mais l'idéal est de se caler pour être le plus efficace avec le moins de changements possible.
Donc nous on a calé une stratégie de course où on va essayer de faire que 2 changements. Donc chaque pilote roulera 1h10 théorique. 1h10. Des relais longs. Comment ça se fait que Thierry commence? Ça a été pile ou face ou c'est celui qui a été le plus rapide? Non, en l'occurrence c'est pas le plus rapide, mais c'est pas... C'est par rapport à diverses choses. Il voulait prendre le départ, c'est pas un problème. Voilà, quelle qualité il faut pour prendre le départ? Il faut quoi comme qualité? Être à la fois calme et surtout pas avoir peur. Surtout dans ces conditions de nuit avec la pluie, la visibilité elle sera quand même très réduite au départ. Sur quoi on se bat quand on est dans la voiture pour tenir plus de 3h30? C'est la concentration? Il faut être toujours au fait de ce qui se passe? C'est quoi qui vous fait peur quand vous êtes dans une voiture? Je pense pas qu'il y a quelque chose qui me fasse peur, sinon je serais certainement pas au volant, mais il faut toujours être humble. La piste en l'occurrence, elle est très humide, donc on peut aller à la faute. Et puis on n'est pas seul, on est en peloton, donc il faut faire attention, il faut gérer autour de soi-même. Voilà, donc c'est vrai que sur des relais longs, il faut pouvoir garder la concentration jusqu'au bout, c'est sûr. Voilà, vous avez toute une équipe derrière vous. C'est important pour l'entreprise aussi. Visiblement, ce que me disait Thierry, c'est que tous les salariés sont vraiment derrière vous, quoi. On porte nos pilotes. Alors c'est pour le cas de Thierry, mon entreprise elle est beaucoup plus petite, on n'a pas un grand nombre de salariés, mais c'est vrai qu'il y a des invités, il y a des sponsors, et oui, c'est un peu chaque team ou chaque pilote qui est ici présent a un certain nombre de partenaires et qui soutiennent chacun, donc c'est sympa. Voilà. Un dernier petit mot, dans la voiture, il paraît qu'il fait extrêmement chaud, est-ce que c'est vrai? Ou avec les températures et la pluie, là maintenant c'est tombé? Forcément, on souffrira un peu moins de la chaleur que si on roulait en plein après-midi avec 40 degrés, ça c'est évident. Donc c'est pareil, ça se gère et puis on a des ventilations. Mais c'est vrai que dans un habitacle de course, il fait chaud. Ambition pour la course, c'est quoi l'ambition? Alors je vais parier sur l'ordre d'arrivée qui va être complètement différent que celui de départ. D'accord, donc là vous étiez combien, on va le rappeler? Vous étiez combien? Là on part 7e sur la grille. Donc vous allez terminer premier, quoi. Eh bien, il y a des gens optimistes. Moi, ça me plaît bien. Si jamais il devait y avoir, Daniel Irion, un incident de course, vous sortez directement la Bugatti Veyron et vous allez sur la piste, ou ça ne se fera pas ce soir? Non, il y a un safety car qui est prévu pour ça. D'accord. Je ne suis pas spécialisé là-dedans. C'est ce que vous auriez bien aimé faire. Ça pourrait se faire, mais pas aujourd'hui. Et la voiture serait prête. Allez, je propose, Caroline Bugatti, je vous garde encore 5 minutes. Vous nous avez fait un tour dans votre voiture tout à fait exceptionnelle. C'est une voiture de quelle année? Elle est de 1925. Voilà, 1925. Évidemment, le beau bleu Bugatti. On a pu tourner sur l'anneau du Rhin, mais avant cela, on va retrouver Mathieu Chanvillard. Mathieu, vous êtes à 1 minute 30 maintenant du départ. Et ouais Lionel, on s'est mis un petit peu à l'écart, on va laisser la place au bolide, vous le voyez derrière moi. Pareil, on a fini d'évacuer la piste, il ne reste plus que maintenant que les voitures, les pilotes et puis vraiment les techniciens, les team managers. Les toutes dernières consignes, il continue de pleuvoter gentiment et puis on va se mettre en place à 1 minute 30 comme dit du départ du Tour de Chauffe. Ça va être très rapide, le circuit c'est un peu moins de 4 km. Les meilleurs ont bouclé ça en 1 minute 22, ça fait 158 km/h de moyenne pour les tout meilleurs, notamment à la première ligne, Nicolas Armindo et Julien Schell de part et d'autre avec leurs équipiers respectifs. On termine d'évacuer la piste, on se met en place et puis ça va partir dans 1 minute. On peut rester ensemble Lionel si vous voulez. Il y a 18 voitures, je vous le rappelle, qui sont en lice aujourd'hui. 10 GT et le reste en tourisme avec... un duel annoncé comme dit entre Nicolas Armindo qui a signé le meilleur temps, la pole position, et l'écurie Julien Schell et ses coéquipiers. Un des paramètres évidemment ce sera la météo, ce sera la pluie, ce seront les relais et également on ira tout à l'heure vous faire vivre dans le paddock, dans les coulisses, un petit peu comment chaque équipe s'organise, comment on échange entre le pilote qui est sur le circuit et puis ceux qui attendent, les mécanos, les team managers, les pilotes qui prendront les différents relais ici tout au long de la soirée. On rappelle ça démarre à 8h30 jusqu'à minuit, 138 tours à boucler ici sur ce circuit de l'anneau du Rhin. Je vous passe la parole Lionel, on revient dans un instant, on est à 20 secondes du départ. Exactement, dès que c'est le départ, j'en profite juste pour vous présenter Eric Picou de Sofitex. Eric, bonjour. Eric, on est en direct. Oui. Là, vous avez la voiture en pole position. Oui. Pas mal quand même. Pas mal. Voilà, oui. C'était l'objectif de Sofitex? Gagner la course. Ce serait bien, puisque ça fait maintenant 3 ans qu'on est présent et c'est vrai qu'on n'a pas eu de chance la première année ni la deuxième année, donc on espère que cette année avec Nico et avec Yann on va
on va gagner. Qu'est-ce que vous avez dit à vos pilotes il y a une petite demi-heure dans le stand? Ils avaient toute notre confiance. Bon, surtout de se faire plaisir d'abord, mais qu'ils avaient toute notre confiance et je pense que cette année c'est la bonne. Alors le choix de la voiture, il y a des Audi, il y a des Porsche, il y a des Lamborghini. Vous avez fait un choix très différent. Ah oui, mais il faut dire qu'on a eu aussi des petites péripéties et ce choix nous a été proposé par Yvan, voilà, par Yvan ouais, franchement c'est un bon choix. C'est un peu atypique, mais je crois qu'il faut savoir atypique aussi pour gagner. Donc ça nous va très bien. Exactement. On va partir sur le départ. C'est donc une question de seconde. Mathieu, je vous laisse l'antenne. C'est une question de seconde, effectivement, vous le voyez derrière moi, tout phare allumé, plein phare maintenant pour toutes les voitures. La Bugatti, l'Aveyron qui va ouvrir tout à l'heure, dans un instant, qui va ouvrir ce tour de chauffe. Et puis tout le monde est prêt derrière, les 18 premiers pilotes à s'élancer. Ils partagent le baquet généralement à 2 ou à 3 tout au long de cette course, tout au long de cette soirée. On va s'élancer dans quelques instants. On va faire sortir les jeunes filles avec leurs pancartes qui indiquent les différentes positions sur la grille des différentes voitures. On rappelle qu'il y a un écart, hein. Il y a 5 secondes d'écart sur les essais entre les deux pilotes de tête, Nicolas Armindo et Julien Schell, et puis le reste de la meute, notamment Alessandro Vettelperi, l'Italien qu'on a rencontré tout à l'heure sur la grille. Un coup de sirène et on va s'élancer dans quelques instants. Tous les pilotes, en tout cas, eux, sont en place avec pas mal de pression, hein, même si c'est une course hors championnat, tous le disaient, une fois qu'on est dans le baquet, une fois que ça va s'allumer, une fois que c'est parti, on joue pour la gagne avec un paramètre comme toujours. Parce que évidemment un des critères, un des paramètres ici, c'est la fiabilité sur des courses aussi longues. Évidemment, pas question de faire le coup de la panne. Il faudra évidemment aller au bout, comme le disait l'un de vos invités, Lionel, il y a quelques instants. Tout semble en place. On va s'élancer dans quelques instants pour cette 3e édition des 500 Nocturnes version circuit de cette course historique, hein, en Alsace, qui a rené ici sur ce circuit de l'Anneau du Rhin. On est ravis de vous faire vivre cette soirée en direct sur Alsace 20, le départ dans quelques instants. Le tour de chauffe tout d'abord avec les 18 bolides en place sur la grille. Le feu vert donné par les commissaires, la piste est clean en tout cas. On rappelle les conditions, il a fait plutôt sec toute la journée, une petite averse en milieu d'après-midi et puis une grosse averse. On a pris une bonne averse 1h30 avant le départ, la piste est toujours trempée et il a recommencé à pleuvoter depuis quelques minutes, juste quand on était avec Julien Schell qui est en 2e position sur cette ligne. On va s'élancer dans quelques instants. On attend toujours le feu vert définitif des commissaires. En tout cas, spectacle vraiment inédit en Alsace, hein, que cette course nocturne. Vous voyez les véhicules, hein, qui sont obligés évidemment d'avoir une grosse puissance d'éclairage pour compenser, parce qu'on va s'élancer pour 3h30 à travers la nuit. Alors justement, ça va être exceptionnel. On peut rester, Isabelle, sur les images du départ. Moi, je suis juste avec Yvan Le Swan. Yvan, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur ces courses, les 500 Nocturnes. Ça y est, on va dire, Yvan, maintenant que le gros du travail est fait. Vous avez travaillé, cheville ouvrière, préparé ici avec toutes les équipes de l'Anneau du Rhin, ces 500 Nocturnes. On va voir le départ enfin. J'ai tendance à dire, le boulot a été fait. Oui, je pense que le boulot a été fait. Ouais, effectivement, on a travaillé toute une année pour une journée et c'est aujourd'hui, quoi. Donc là c'est génial. On va avoir une super course. Il y a une belle grille de départ. Alors effectivement, il y a la RS1 Sofitex qui va aller très très vite avec Nico Armindo, Yann Erlaché, mais il y a aussi les Gallardo GT3 avec Geoffrey Denarda qui était à 600e de Nico Armindo ce matin au Qualif. On a un super espace VIP, on a 66 loges privées pour des entreprises, 4000 personnes, 3000 chefs d'entreprise. Donc effectivement, le job a été fait et puis voilà, tous les feux sont au vert, on y est quoi, on y est. Il fallait des voitures d'exception comme la Renault qui est engagée par Sofitex aussi pour faire venir du monde. On veut voir de la belle auto, non ? C'est ce que les gens demandent, quoi. C'est ce que les gens attendent. Une belle course de GT avec des moteurs qui ont des chevaux et des super pilotes, donc c'est ce qu'on a. Voilà, Mathieu, on revient à vous quelques instants. C'est le tour, alors c'est tout simplement là, le tour de chauffe. On va rester là-dessus. Comment ça va se passer concrètement, un tour de chauffe ? En fait, en fonction des essais qualificatifs, il y a eu un classement. Première, deuxième, troisième jusqu'à la 20e. Et là, c'est un tour de chauffe au ralenti, on va dire, pour se mettre en ordre de marche. Donc le tour de chauffe a été ouvert par la Bugatti Chiron. Ouais. La Bugatti Chiron, elle, va sortir
après le premier tour de chauffe et les voitures vont continuer à tourner, quoi. Et par contre, on va voir l'accélération quand ça va repasser à hauteur de la grille de départ. Là, elles vont mettre plein gaz et puis c'est maintenant que ça va démarrer, quoi. Voilà. On part sur la voiture dont vous êtes le sponsor. On part sur une heure avant qu'il y ait un changement de pilote. J'ai pas compris la question. Le pilote qui part là en pole position va rouler combien de temps avant d'arriver au stand et de changer et de ravitailler? 250 km, donc c'est ça, 1h30. Hein. C'est moitié-moitié. Oui. Une stratégie de course avec AB Sport Auto, avec le team manager, ils ont analysé la pluie, les changements de pneumatiques, quand est-ce qu'on arrivera à la fin du réservoir d'essence, à quel moment on passe le relais. Donc là, pour avoir discuté avec Nico et Yann et avec Eric également, dans la voie des stands, ils se racontent qu'ils vont faire vraisemblablement une heure avec le train de pneus pluie. Ensuite, en 1 heure, les GT auront asséché la piste et c'est à ce moment-là qu'ils vont arriver à la voie des stands, changement de pneumatique et on repart en slick complet. Donc c'est à ce moment-là aussi qu'il y aura le changement avec Yann Erlaché au bout d'1 heure de course, quoi. Voilà, on peut rappeler qu'il pleut là encore. Hein. Voilà, en ce moment il pleut, donc voilà, c'est parti pour un tour. Si on peut revoir, Isabelle, les images, laisse-nous même. Voilà, là on est de l'autre côté du circuit, ça va arriver dans un instant, sauf que la pluie pour l'instant, elle est mouillée, hein, donc on est tous partis en pneus pluie. Il va falloir faire le nécessaire et a priori, même si le temps devait s'arrêter, on verra bien s'il continue à pleuvoir, ils vont rester effectivement en pneus pluie. Mais d'après la météo et d'après ce qu'ont prévu les team managers et les patrons d'écurie, ça devrait s'arrêter dans les prochaines minutes, quoi. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de repartir maintenant sur un petit cadeau que vous nous avez fait, Caroline Bugatti. Vous avez accueilli Mathieu Chanvillard, vous avez dit voilà, moi j'ai une voiture exceptionnelle, une Bugatti 35 et j'ai bien envie de vous faire ce cadeau, de l'essayer. Ça vous arrive souvent comme ça d'emmener des journalistes, de mettre des GoPro et de tourner? Elle tourne cette voiture, elle n'est pas au garage, quoi. Hein. Ça m'arrive souvent. Moi, j'apprécie le fait de pouvoir partager. Moi, j'ai eu la chance un jour qu'on me propose de monter à bord d'une Bugatti, de prendre le volant. Et moi, j'ai envie de partager avec les autres aussi ce que j'aime. Donc, quelle meilleure façon de le faire découvrir que d'emmener la personne avec. Donc, c'est vrai que dernièrement, je l'avais sorti pour un roulage. D'ailleurs, j'ai emmené un pilote qui fait les 500 nocturnes ce soir, qui m'a dit « Ah, je rêverais de… » Je dis « Hop, vas-y, tu montes, je t'emmène. » Donc voilà, il est monté avec toute sa tenue, son casque avec moi et on a été faire un tour de piste ensemble. On a quelle émotion quand on conduit, on voit ces images de cette magnifique auto des Torre Bugatti, on a quel type de sensation? Ça roule vite encore, ça marche bien. Ça marche bien, un Grand Prix comme celui-là, ce type de modèle-là ont participé. C'est une Formule 1 de l'époque hein, et c'est une Formule 1 immatriculée. Voilà, donc tu roulais sur la route avec et tu t'inscrivais sur différents petits circuits ou courses qui se pratiquaient à l'époque à travers la France et des grands prix internationaux comme Monaco, Le Mans et autres courses à l'étranger. Donc c'est vrai que on se dit, voilà, on a la chance d'être dans une Formule 1 des années 20. Voilà, et on vient de repasser de la Formule 1 des années 20 aux prototypes qui sont engagés ce soir dans ces 500 nocturnes. 18 équipages, il y a eu quelques mauvaises surprises, hein. Il y a une Corvette qui devait y participer et c'est terminé, Yvan. Ah ouais, non mais c'est ça le sport auto, hein. C'est-à-dire que on avait 20 voitures au départ, on en a 19 là au départ. Ouais. On a réussi à remplacer la Corvette C6 GT3 de Julien Schell. Pendant les essais, il m'appelle, il me dit écoute Yvan, on vient d'avoir un trou dans le piston. Je lui dis qu'est-ce que c'est que ça? Il me dit la voiture est cassée, donc on pourra pas faire les 500 nocturnes. Ou alors il faut trouver une solution. On a trouvé une solution, on a appelé des écuries en Italie qui ont fait venir une Gallardo GT3 depuis Modène qui est arrivée hier matin. Donc ils ont fait le trajet en une fois de nuit et puis du coup ils ont fait les essais libres, les essais qualifs, la voiture va très vite et c'est là que Geoffrey Denarda a fait le deuxième temps des qualifs avec cette voiture là. Donc c'est le sport auto, on a également une BMW qui devait participer, il y a eu un problème d'homologation d'Arceau, les commissaires de piste ont dit non elle est pas aux normes, on peut pas la faire rouler, du coup ils ont trouvé un autre véhicule en toute dernière minute, donc ouais il y a du rebondissement,
là maintenant on est plus serein, la voiture, la course est lancée quoi. Bon, écoutez, en tout cas, un grand merci Yvan pour ces explications. Bravo à votre sponsoring avec une voiture là en tête et en pole position. La soirée risque de bien se passer. Ben, j'espère, on le souhaite jusqu'au bout. Voilà, nous on va retrouver juste sur les stands Mathieu Chanvillard. Mathieu n'est pas encore disponible. Sachez un petit mot, Caroline Bugatti, c'est que tout le week-end, c'est le festival Bugatti. On aura Daniel Lab dans un petit instant pour nous parler de cela. C'est important que la mémoire de Bugatti continue comme ça d'aller vers le plus grand public. Bien sûr, c'est important que Bugatti fait encore parler aujourd'hui. Il y a effectivement la Aveyron et la Chiron maintenant, mais il y a toute une histoire derrière et beaucoup de gens n'ont pas forcément connaissance de cette histoire. Alors forcément, en Alsace, on connaît l'histoire Bugatti, mais c'est important et c'est aussi grâce à des gens passionnés qui les sortent régulièrement, qui roulent avec, que l'on fait découvrir et que du coup, on en attire d'autres. Il y a des nouveaux passionnés. Là, je discutais avec quelqu'un tout à l'heure qui est depuis peu propriétaire d'une Bugatti et qui découvre ça, voilà, avec plaisir. Donc il n'y a pas d'âge pour en faire. Allez-y, lancez-vous, c'est merveilleux. Merci en tout cas à vous trois. Je propose de découvrir ce petit tour dans cette Bugatti 35. C'est un cadeau, regardez. C'est la rencontre des superlatifs. Une femme au nom chargé d'histoire et une voiture de légende, de Bugatti, toujours inséparables. C'est une jeune fille qui est née en 1925 à Molsheim, donc pas très loin d'ici. C'est un type 35, donc de 1925, avec un très beau 8 cylindres en ligne. La Bugatti Type 35, c'est le cœur du mythe Bugatti. Une voiture qui détient aujourd'hui encore le record absolu de victoires en course. De 1925 à 1933, plus de 2000 épreuves à travers le monde voient triompher une T35. Révolutionnaire, rapide, mais surtout fiable, elle a marqué son époque, avec en plus une ligne unique, irremplaçable aux yeux de Caroline. Moi, ça fait un peu plus de 20 ans que je la connais. J'ai fait avec cette voiture les 1000 milles en Italie. Je suis allée traverser les États-Unis. J'ai traversé le Golden Gate à San Francisco. Enfin, on a eu toutes les deux de très belles aventures. Un rallye des princesses aussi, la première édition, il y a quelques années de ça. Donc, on se connaît bien. Et moi, je suis dedans, je le dis souvent, j'ai l'impression d'être comme dans un chausson. On est bien, on se sent bien protégé. Voilà, on fait véritablement corps avec la machine. Et voilà, c'est une espèce de fusion entre elle et moi. Une histoire qui dure depuis près d'un siècle, car des centaines d'exemplaires existent encore à travers le monde. Des pièces sont toujours fabriquées et des mécaniciens se sont spécialisés dans l'entretien de ces bijoux, ce qui permet au mythe de perdurer. C'est vrai qu'on partage avec d'autres la passion Bugatti. Moi, je l'ai peut-être aussi un peu plus par ma filiation. Mais ce que j'apprécie par-dessus tout, c'est surtout le fait qu'il y ait à travers la France et à travers le monde des passionnés qui font encore aujourd'hui rouler ces voitures et qu'elles ne soient pas toutes, heureusement, juste exposées dans des musées, mais qu'on les retrouve, comme ce sera le cas aux 500 Nocturnes, sur circuit, ce qui a été, pour certaines de ces Bugatti, leur vie. Voilà, absolument magnifique, c'est un vrai cadeau. J'ai vu l'œil qui frisait de Daniel Lapin lorsque vous avez vu cette Bugatti. On va revenir sur l'actualité de Bugatti demain, puisqu'il y aura une belle parade. Vera est avec nous, Vera, pour le côté glamour évidemment. Exactement, parce que les 500 Nocturnes, c'est pas seulement des voitures, c'est aussi de la mode, avec Raphaël Lavigne qui est Mister National 2016. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Vera. Alors racontez-nous un petit peu ce que vous faites là. Je fais partie des guest stars de la soirée, donc j'ai fait une petite séance de dédicace tout à l'heure. Et qu'est-ce que ça représente pour vous alors cet événement? Vous êtes un garçon, je pense que vous aimez bien les voitures aussi. Cet événement est un peu spécial pour moi parce que étant un grand passionné de sport automobile, et justement je vais me diriger dans le sport auto dans les prochains mois, donc c'est un petit scoop. Donc c'est vraiment un grand plaisir d'être aux 500 Nocturnes ce soir. Et c'est pas votre première année en plus, c'est pas la première fois. Non, justement, j'ai participé à l'édition 2015 sous le titre de Mister Alsace. Alors peut-être qu'on vous retrouvera en 2018 aussi. Avec grand plaisir.
Voilà, il y a Mister France qui est là, il y a des défilés qui sont organisés ce soir, DJ, musique, c'est tout à fait la fête qui se passe au 500 Nocturne et sur la piste. Mathieu, comment est-ce que ça se passe? Ok. Ouais, dans l'écurie Pegasus, une fois que le départ est donné. Bernard, comment ça se passe? On voit que c'est en fait, c'est une fois que le départ est donné, c'est pas plus calme. Non, c'est pas plus calme, on est très stressé et le moindre incident, on est sur le qui-vive. Comment ça se passe? On échange en permanence en fait avec le pilote. On est en liaison radio. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se dit? Il y en a, disons, le chef, la personne qui s'occupe, qui nous dirige avec le pilote. On gère si tout fonctionne, hein, je veux dire, si tout est comme on a changé le freinage, il faut qu'ils adaptent tout le véhicule déjà à la piste, hein, c'est humide. Alors il y a plein de petits trucs à gérer. Hein. On voit une équipe autour de vous, c'est combien de personnes là à gérer, à coordonner? Moi je fais ça bénévolement, je veux dire, je suis pas. Mais autrement, ils sont à, vous voyez bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une dizaine de personnes. Hein. Quel retour on a des voitures? On voit, il y a les temps qui s'affichent, on a la radio, il y a les chronos. De quels éléments on dispose quand on est ici dans les stands? Ils ont des chronos, oui, ils ont une balise sur la Lamborghini, il y a un émetteur et un récepteur, et chaque tour qui passe, ça flash et la voiture est chronométrée. On arrive à échanger avec le pilote, ils ont le temps quand même de donner des infos, suffisamment d'informations. Oui, ils donnent exactement les informations. Merci beaucoup, on vous laisse parce que c'est un peu l'urgence, c'est un peu la guerre. On va continuer de faire le tour des stands, vous voyez. Une fois que le départ est donné, évidemment, c'est toujours aussi vivant, encore plus même qu'avant le départ. On va aller sauter dans quelques cases et aller un petit peu plus loin, continuer de vous faire vivre les coulisses cette fois de cette course. Je vous retrouve dans un instant, Lionel. Exactement, Mathieu, je rappelle que nous sommes ensemble en direct, encore pendant 6 à 7 petites minutes. Donc je reviendrai à vous avant la fin de cette émission. Daniel Lapp est avec nous sur ce plateau. On a eu Caroline Bugatti, vous avez vu Vera, hein. On a eu du beau monde, on a eu des pilotes. Bugatti, qu'est-ce que ça représente pour le grand public, Bugatti? Je pense que c'est un mythe, déjà. Et ce mythe peut devenir réalité si les gens veulent bien se donner la peine de venir à Molsheim. En tout cas, une fois par an, hein, où on organise notre festival. On est en plein festival. C'est une parenthèse agréable, bien sûr. Je l'approche, voilà. C'est une parenthèse agréable, bien sûr, mais on est en plein festival. Alors, qu'est-ce qui va se passer demain, dimanche, à Molsheim? Demain après-midi, à partir de 14h, au Parc des Jésuites, on va présenter les voitures une par une. Il y a 55 voitures cette année qui participent au festival. Elles vont passer devant un jury, il y aura des trophées, des coupes, etc. Et c'est le moment convivial, à part l'accueil, qui a lieu pendant le festival. C'est-à-dire le grand public peut s'approcher des voitures, peut parler avec leur propriétaire, peut échanger de manière tout à fait conviviale et sympathique. C'est peut-être un mythe, mais il est abordable à Molsheim, je le souligne quand même. Et ça permet de faire perdurer le mythe à Molsheim de Bugatti, de présenter ces voitures. Quand vous voyez toutes ces voitures qui sont également ici, sur le plateau, voilà, c'est un cadeau pour le grand public. C'est un cadeau pour tout le monde, j'espère. Et je dois remercier Caroline, bien sûr, de nous avoir invités à cette édition des 500 Nocturnes. Il y aura également une possibilité d'aller au prieuré à Molsheim, où il y a actuellement une exposition qui est proposée. Il y en a 2. On commémore cette année les 70 ans de la disparition du patron. Donc on a fait une exposition photo, voire même avec des images noires et blancs d'époque, qui commémore cette disparition. Et c'est une exposition photo qui est essentiellement axée sur l'homme et sur la famille. On a un peu exclu les courses parce qu'on le voit partout sur les photos en course, mais là on se focalise sur son entourage proche. Ça c'est une chose. La deuxième commémoration, c'est les 80 ans de la victoire des 24 heures du Mans de 37. Et là on expose une des voitures 57G d'époque avec le fameux Grand Bi, son vélo, et on a recréé une espèce d'image historique. Et ça c'est tout à fait sympathique avec la course des 24 heures du Mans en photo. Donc c'est unique et je crois qu'on peut être assez fier de le proposer, oui. Et je vous rappelle que c'est gratuit, hein, c'est au prieuré des Chartreux. Voilà, prieuré des Chartreux, on a vu ces voitures, place à la course évidemment. Juste un petit mot avec votre invité Vera, avant qu'on ne retrouve Mathieu sur le circuit. Vous êtes avec une magnifique Miss. Effectivement, puisque les 500 Nocturnes, c'est pas seulement un truc de garçon, c'est aussi un truc de fille. Avec nous, Anaïs Kenk, qui est mademoiselle d'Alsace. Bonsoir Anaïs. Alors qu'est-ce que ça représente les 500 Nocturnes pour vous?
Je suis passionnée de sport automobile. J'adore les voitures. Je fais partie du club Bugatti avec mon papa. Donc à chaque sortie, je suis présente et ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Voilà, et Miss Mademoiselle ce soir, Mademoiselle, on devrait enlever le 16, ça fait Mademoiselle Alsace 20. Voilà, Alsace, exactement. Alsace 2016. Il y aura pas mal, il y aura une grande soirée en fait. C'est ce qu'on nous expliquait, c'est qu'il y a l'aspect un petit peu course sportif et tout ce qui se passe derrière nous. Ah oui, c'est une soirée glamour avec tout un programme pour la suite. Voilà, avec encore des défilés de mode. Allez, il nous reste 3 petites minutes. On va rappeler les temps forts, Daniel, demain. À partir de 14h au parc des Jésuites. Cette année, ça a changé. D'habitude, on le fait le matin. Mais vu qu'on est invité ici et que la soirée va se prolonger, on a préféré reporter le défilé à 14h. Et j'aimerais juste signaler que Anaïs Kenk et Raphaël Lavigne vont distribuer du vin d'Alsace à tous les participants devant le jury. Voilà. Pour la petite parenthèse. Évidemment, avec modération. Mathieu, on retourne une dernière fois avec vous. Il reste 2 petites minutes. Faites-nous vivre la course. Ouais, allez, pour boucler la boucle, j'ai retrouvé Yann Erlaché qui était avec vous en ouverture de cette émission. Yann, en combinaison de pilote cette fois-ci, ça se précise. Comment ça se passe ce début de course pour votre équipe? Écoute, Nico, il gère très bien son relais. Je pense que c'est pas à lui qu'on va apprendre la course d'endurance, mais écoute, il fait du super boulot pour l'instant. Alors on va essayer de continuer sur ce rythme-là pour prendre le plus d'écart qu'on peut pour justement combler un pépin qu'on pourrait avoir. Donc moi, je vais prendre le relais dans 1h15. Donc on espère qu'il va me laisser la voiture avec le plus d'avance possible. Je lui ai dit, vas-y, pars, ramène-moi la voiture avec 2 tours d'avance, je ferai le reste. Non, mais voilà, il fait du super boulot et on va essayer de finir la course comme ça. C'est planifié, mais on est en tenue parce qu'au cas où, ça peut arriver à tout moment. On ne sait jamais avec un safety car ou s'il dit, tiens, il faut que je m'arrête pour une raison X ou Y, il faut que je sois prêt à monter dans la voiture à tout moment. Donc je reste avec l'équipe et prêt à monter dedans. Voilà, l'équipe Yann Erlaché, Nicolas Armindo qui mène pour l'instant ces 500 nocturnes. Lionel, je vous repasse la main et puis on vous suivra évidemment, puis la suite évidemment et les résultats dans Top Sport, mais la nuit ne fait que commencer ici dans les stands. Voilà, laissez-nous des belles images. Isabelle Vitry à la réalisation de ce direct ce soir. Faites-nous vivre l'événement encore pour cette spéciale nocturne, 500 nocturnes, 500 km à parcourir. C'est une moyenne qui est assez importante ici sur l'anneau du Rhin. La course a commencé à 8h30, devrait se terminer, en tout cas pour les meilleurs, aux alentours de minuit. Et c'est le prototype Renault extrêmement rapide qui mène. Vous avez vu ces pilotes. Je voudrais remercier, les organisateurs vraiment des 500 nocturnes. C'était une course compliquée. C'est beaucoup de partenaires, ce sont de véritables passionnés d'automobile, mais également des pilotes professionnels, voire des gentleman drivers. On était très heureux de passer ce début de course, en tout cas en votre compagnie. La suite verra évidemment, ça va être la fête ici. On va faire la fête et surtout regarder maintenant le circuit. Le circuit. Voilà, pour Daniel Lapp, c'est d'accueillir comme il se doit le public à la découverte des plus belles Bugatti. Ça sera demain dans les rues de Molsheim. Donc, demain au parc des Jésuites à partir de 14h. Voilà, combien de voitures? 55 voitures. Voilà, des voitures uniques et les plus belles. On en voit beaucoup là derrière nous, bien sûr. Exactement. Et il y en a encore d'autres. Donc 55 au total. Voilà, et si je peux me le permettre, au nom des EBA, on remercie Alsace 20 et toi Lionel pour le soutien que tu nous apportes tous les ans. Voilà. Écoutez, voilà, j'en profite pour remercier Alsace 20 aussi, en tout cas ses équipes techniques qui ont super bien bossé ce soir. Ça a été un plaisir. On vous donnera lundi les résultats de cette course exceptionnelle uniquement en nocturne pour les 500 nocturnes. Passez un bon week-end. On se retrouve lundi à 19h dans 24 heures en Alsace et merci de votre fidélité. Salut!